Un chef de gang intimide un nouveau détenu, ignorant qu'il est un ancien Navy SEAL. Le silence dans la cafétéria du pénitencier d'État d'Oak Ridge était si épais qu'on le sentait peser sur ses épaules. 300 détenus observaient Derek Fan Morrison, l'homme le plus redouté du bloc C, s'avancer lentement vers le nouveau détenu qui venait d'entrer par la porte métallique. Le vieil homme tenait un plateau à deux mains, ses cheveux gris contrastant avec l'uniforme orange délavé qui pendait sur sa silhouette fine. « Regardez-moi ça, les gars !» tonna la voix de Derek à travers la pièce. On dirait que la maison de retraite a perdu un patient. Des rires éclatèrent dans la cafétéria. Les hommes frappaient les tables du poing, sifflaient, savouraient le spectacle. C'était comme ça que ça fonctionnait ici. Derek était le roi, et tout le monde le savait. Ses bras tatoués racontaient l'histoire de 2 décennies derrière les barreaux, chaque marque une bataille gagnée, chaque cicatrice un ennemi vaincu. Le vieil homme s'arrêta au milieu du couloir, ses yeux bleu clair croisant ceux de Derek avec un calme qui semblait déplacé dans cet enfer de béton. Il avait 68 ans. Il s'appelait James Mitchell, mais personne ici ne savait qui il était vraiment. Personne ne savait que ses mains calleuses tenant le plateau du petit déjeuner avaient autrefois désamorcé des bombes en Irak, neutralisé des cibles de grande valeur en Afghanistan et survécu à des missions qui resteraient secrètes pendant encore 50 ans. James n'aurait jamais imaginé qu'il finirait comme ça. 6 mois plus tôt, il était un vétéran respecté qui possédait une petite entreprise de sécurité à Seattle. Puis il fut accusé de fraude fiscale. Un coup monté par un ancien associé corrompu qui avait détourné des fonds et fabriqué des preuves contre lui. Sans argent pour des avocats coûteux ni relations politiques, James avait vu le système judiciaire faire exactement ce qu'il avait toujours su, écraser les petits et protéger les puissants. Il était maintenant là, entouré d'hommes qui pensaient que l'âge était synonyme de faiblesse. « Excusez-moi, monsieur », dit James calmement en essayant de contourner Derek. « Je veux juste prendre mon petit déjeuner. » Le mot « monsieur » déclencha une nouvelle vague de rire. Derek s'avança, lui barrant complètement le passage. Ses yeux noirs brillaient de cette soif de violence qui maintenait son règne intact. Il avait bâti son empire sur la peur, et chaque nouveau détenu était l'occasion de rappeler à tous qui commandait. « Tu ne comprends pas comment ça marche ici, grand-père. » Derek se pencha en avant, son souffle chaud sur le visage de James. « Quand je te parle, tu t'arrêtes. Quand je te demande quelque chose, tu réponds. Et quand je te dis de faire quelque chose. » Il lui donna un violent coup sur la poitrine. « Tu obéis. » La poussée aurait dû faire tomber James. Le faire trébucher, montrer sa faiblesse. Mais ses pieds semblaient cloués au sol. Son corps absorba l'impact par un léger ajustement de posture, si subtil que la plupart des gens ne le remarquèrent même pas. Mais Derek le remarqua. Et pendant une fraction de seconde, quelque chose traversa son visage. De la confusion, peut-être même un éclair d'incertitude. James garda les yeux fixés sur Derek, et quiconque l'observait attentivement verrait quelque chose d'étrange dans ce regard bleu. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la colère. C'était la sérénité troublante de quelqu'un qui avait vécu des situations bien pires. Quelqu'un qui avait appris depuis longtemps que les hommes les plus dangereux sont rarement ceux qui crient le plus fort. « Je ne veux pas d'ennui », dit James d'une voix basse mais ferme. « Laissez-moi passer. » Derek ressentit une étrange sensation au ventre, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Mais les rois ne reculent pas, surtout pas devant tout le royaume. Il sourit, découvrant des dents manquantes depuis son dernier combat sérieux, et se tourna vers sa bande assise aux tables voisines. « Snake, Razor, venez par ici. Je pense que notre nouvel ami a besoin d'une leçon de respect. » 2 hommes se levèrent, leur corps marqués par des années d'haltérophilie en prison et des cicatrices de couteaux improvisés. Snake avait des larmes tatouées sous l'œil gauche, 3, une pour chaque homme qu'il avait tué en prison. Razor était plus petit, mais ses yeux avaient cette froideur psychopathe qui obligeait même les gardes à garder leur distance. James jeta un bref coup d'œil aux 2 hommes qui approchaient, puis revint à Derek. Intérieurement, son esprit avait déjà calculé 17 façons différentes de neutraliser la menace. Point de pression. Angle d'attaque. Voie de fuite. C'était automatique après 30 ans d'entraînement militaire d'élite. Mais il savait aussi que le meilleur combat est celui qu'on évite. Dernière chance, dit James calmement. Ne fais pas ça. Derek rit, mais son rire semblait forcé. Tu me menaces, mon vieux? Toi? Ce qui se passa dans les 3 secondes suivantes allait être murmuré dans les couloirs d'Oak Ridge pendant des mois. Snake se jeta le premier, son poing massif fendant l'air vers le visage de James. Mais James n'était pas là lorsque le coup de poing arriva. Il s'était déplacé avec une vitesse qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge, son corps glissant latéralement tandis que sa main saisissait le poignet de Snake d'un mouvement fluide. Le bruit d'un os brisé résonna dans la cafétéria comme un coup de feu.
Snake tomba à genoux en hurlant, le bras pendant à un angle horrible. Razor hésita une demi-seconde fatale. La paume de James frappa son plexus solaire avec une précision chirurgicale, et Razor s'effondra au sol, luttant pour respirer comme un poisson hors de l'eau. Le plateau du petit déjeuner tomba bruyamment. Toast et café jonchèrent le béton. James Mitchell se tenait au centre du chaos, la respiration toujours contrôlée, le regard toujours calme. Derek regarda ses 2 meilleurs hommes étendus au sol, puis le vieil homme sans une égratignure. Pour la première fois en 15 ans à la tête du bloc cellulaire C, Derek Morrison ressentit quelque chose dont il avait oublié l'existence, une peur sincère. Mais en prison, la peur se transforme en rage. Et la rage exige du sang. « Tu es mort », grogna Derek, la voix tremblante d'une fureur à peine contenue. « Tu m'entends, mon vieux ? Mort. » James soupira simplement, comme fatigué d'une conversation fastidieuse. « Je voulais juste prendre mon petit déjeuner. » Les gardes prirent d'assaut la cafétéria, sifflets au vent, matraque à la main. Mais le mal était fait. La structure du pouvoir qui avait gouverné Oak Ridge pendant des années venait de se fissurer en plein milieu. Et tout le monde savait que la suite donnerait à cette matinée des allures de répétition. Alors qu'il traînait James à l'isolement aux procédures standards après toute altercation, il passa devant une table où un détenu âgé lisait un vieux journal. L'homme l'abaissa juste assez pour murmurer « S'il ». James ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Certains reconnaissent les leurs. Et si vous appréciez cette histoire de comment l'erreur du système a mis le loup parmi les moutons, n'oubliez pas de vous abonner, car ce que Derek Morrison est sur le point de découvrir va bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur le véritable pouvoir. L'isolement était une boîte en béton de 2,5 mètres sur 2,5 mètres conçue pour briser les esprits. La plupart des détenus en ressortaient brisés, la raison brisée par le poids écrasant de l'isolement. James en profita pour méditer, se recentrer sur ce qu'il savait être la suite. 48 heures de silence lui apportèrent une clarté que la plupart des hommes ne comprendraient jamais. Lorsque la porte d'acier s'ouvrit enfin, le sergent Martinez se tenait là, avec une expression que James avait déjà vue 1000 fois. Celle d'un homme pris entre le devoir et la survie. « Tu as fait un sacré scandale, Mitchell. Derek a répandu la rumeur que tu étais un homme mort-vivant. » James sortit dans la lumière crue du néon du couloir. « Je me suis défendu. C'est tout. C'est tout. » Martinez faillit rire. « Tu as envoyé 2 de ses meilleurs éléments à l'infirmerie. Le bras de Snake t'est détruit. Razor ne respire toujours pas correctement. Personne ne fait ça à l'équipe de Derek et s'en va. Alors, on verra bien. » Martinez attrapa James par l'épaule, sa voix se réduisant à un murmure. « Écoutez-moi. J'ai servi aussi. Je reconnais votre façon de vous déplacer. Peu importe ce que vous étiez avant cet endroit, ça n'aura plus d'importance si 30 types vous attaquent dans la cour. Demandez une protection. Laissez-moi vous transférer hors du bloc C. » James soutint son regard avec le même calme troublant. « Fuir ne résout pas les problèmes, sergent. Ça ne fait que les déplacer ailleurs. » De retour dans sa cellule, James retrouva son nouveau compagnon de cellule, Marcus Webb, un jeune homme de 23 ans nerveux qui comptait les jours jusqu'à sa libération. Les yeux du jeune homme étaient écarquillés par un mélange d'admiration et de terreur. « Mon Dieu, tout le monde parle de toi », murmura Marcus tandis que la porte de la cellule claquait. « On dit que tu es une sorte de membre des forces spéciales. » « C'est vrai ?» James s'assit sur sa couchette et reprit le livre de poche usé qu'il lisait avant l'incident. « J'ai longtemps été enseignant. J'ai appris aux gens à rester calmes sous la pression. Mais Derek prépare quelque chose de grand. Je l'ai entendu dans la cour aujourd'hui. Il fait appel à tous les gangs de la prison, la fraternité aryenne, la MS-13, et même à certains membres de la famille de la guérilla noire qui, d'habitude, le détestent. Il leur promet des territoires, de l'argent pour l'intendance, tout ce qu'il faudra. » James hocha lentement la tête. C'était exactement ce qu'il craignait. Son simple acte de légitime défense avait dégénéré en quelque chose qui aurait pu détruire la prison entière. Combien d'hommes rassemble-t-il ? 20, peut-être 30. Que des joueurs sérieux qui n'ont rien à perdre. La voix de Marcus se brisa. « Pourquoi ne demandes-tu pas simplement la politique ? Sors d'ici avant qu'il ne soit trop tard ? Parce que j'en ai assez de fuir, Marcus. Je fuis l'injustice depuis le jour où mon ex-partenaire m'a piégé. Je fuis un système qui a choisi de croire un riche homme d'affaires plutôt qu'un vétéran souffrant de stress post-traumatique. Je fuis la réalité. Tout ce que j'ai construit en 30 ans a été détruit parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'une douleur que James laissait rarement transparaître. Pour la première fois depuis son arrivée à Oak Ridge,
Une fissure apparut dans son armure de calme. Pendant ce temps, dans la cour de la prison, Derek tenait sa cour comme un parrain de la mafia préparant un coup. Son équipe reconstituée l'entourait. Snake, le bras dans le plâtre, Razor, toujours essoufflé mais déterminé à se venger, et une douzaine de nouveaux visages représentant tous les principaux gangs du centre. Ce vieil homme m'a fait passer pour un faible, grogna Derek, les poings si serrés que ses jointures blanchirent. Il nous a tous fait passer pour des faibles. Vous savez ce qui arrive quand les gens nous trouvent faibles? Ils commencent à se faire des idées. Ils commencent à se dire qu'ils n'ont peut-être pas besoin de payer tribut. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de suivre les règles. Un skinhead massif nommé Klaus, de la fraternité aryenne, se pencha en avant. Quel est le jeu, Derek? Vous voulez qu'il soit définitivement éliminé? Les yeux de Derek brillaient d'une satisfaction malicieuse. Non. La mort est trop facile. Je veux qu'il soit brisé. Je veux que tout le monde dans cette prison voie ce qui se passe quand on me manque de respect. On va faire de James Mitchell un exemple dont on se souviendra pendant les 20 prochaines années. Quand? Demanda un chef de gang latino au regard froid connu sous le nom de Diablo. Demain. Pendant la récréation. Les gardes vont être opportunément lents à réagir. J'ai déjà payé les bonnes personnes. Derek sourit, le sourire d'un prédateur imaginant la mort. On va le tabasser si violemment qu'il nous suppliera de l'achever. Et ensuite on s'en ira et on le laissera vivre avec la honte. Ce que Derek ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que James Mitchell n'avait pas survécu à 3 missions dans les zones de combat les plus dangereuses du monde par manque de préparation. Pendant qu'ils complotaient dans la cour, James était dans sa cellule, occupé à quelque chose qui les aurait terrifiés s'ils en avaient compris la signification. Il se souvenait. Se souvenir des missions jamais consignées dans les archives officielles. La nuit à Kandahar, où lui et son équipe furent pris en embuscade par 40 combattants talibans et durent se frayer un chemin avec pour seule arme des couteaux et la détermination. La libération d'otages à Bagdad, où il avait neutralisé 6 insurgés armés dans une pièce plongée dans le noir complet pour sauver un journaliste kidnappé. L'opération secrète en Somalie qui lui avait valu une médaille qu'il ne pourrait jamais exhiber publiquement. James Mitchell avait été formé par les meilleurs guerriers que l'Amérique ait jamais produits. Il avait appris à survivre dans des situations impossibles, à transformer les désavantages en armes, à trouver la victoire là où d'autres hommes ne voyaient que la mort. L'âge avait légèrement ralenti son corps, mais il lui avait aussi donné quelque chose qui manquait aux jeunes combattants, la sagesse née de 1000 batailles. « Tu crois vraiment pouvoir affronter 30 types ?» demanda Marcus en regardant James s'étirer lentement et avec précision sur le sol de la cellule. James marqua une pause, l'air distant. Plus jeune, j'aurais pu croire que j'en étais capable. L'âge apprend l'humilité. Mais parfois, on ne se bat pas parce qu'on pense pouvoir gagner. On se bat parce que c'est la bonne chose à faire. Car si on ne se lève pas quand il le faut, alors tout ce en quoi on croyait n'était que mensonge. Ce soir-là, alors que les lumières s'éteignaient dans le bloc cellulaire C, 2 hommes très différents se préparaient au même combat. Derek Morrison rassembla des armes, des manches en métal aiguisé, des chaussettes remplies de piles, des bandes de fils barbelés. Il élabora des stratégies avec ses alliés sur les angles d'attaque, la façon de maximiser les dégâts, de prolonger les coups le plus longtemps possible. James Mitchell était assis en méditation, la respiration lente et contrôlée, l'esprit clair comme de l'eau calme. Il ne se préparait pas à affronter 30 hommes. Il se préparait à leur survivre. Et pour un Navy SEAL qui avait survécu au pire que le monde pouvait lui infliger, survivre n'était qu'une mission parmi tant d'autres. La seule question était de savoir combien d'entre eux seraient encore debout à la fin. Le matin arriva avec le bruit métallique des portes de cellules qui s'ouvraient. James se leva avant le réveil, comme chaque jour depuis 40 ans. Son corps effectua une série d'étirements apparemment simples, mais qui sollicitaient chaque groupe musculaire avec précision. Marcus observait depuis sa couchette, fasciné par la fluidité des mouvements. « Tu sais que ça se passe aujourd'hui, n'est-ce pas ?» chuchota Marcus. « Tout le monde le sait. Toute la prison retient son souffle. » James hocha lentement la tête en roulant des épaules. « Alors aujourd'hui, on découvre de quoi on est vraiment fait. » La routine du petit déjeuner était étrangement silencieuse. Les détenus se déplaçaient avec précaution, la tête baissée, sentant qu'une explosion allait se produire. Même les criminels les plus endurcis savaient quand s'écarter. James prit son plateau et s'assit à une table vide, mangeant méthodiquement, son regard scrutant la pièce avec une attention exercée. Derek était assis de l'autre côté de la cafétéria, entouré de son équipe élargie. Le visage du chef de gang exprimait l'impatience, tel un enfant attendant d'ouvrir ses cadeaux le matin de Noël. Il jetait des coups d'œil à James, puis à l'horloge, comptant les minutes jusqu'à l'heure de la récréation, où le vrai spectacle commencerait. C'est alors qu'un visiteur inattendu s'approcha de la table de James.
Un homme noir d'un certain âge, aux tempes grises et au regard intelligent, s'assit sans demander la permission. Il s'appelait William Carter et il était à Oak Ridge depuis des siècles. Les détenus l'appelaient le professeur, car, avant sa condamnation pour homicide involontaire, il avait enseigné l'histoire à l'université. « Vous avez fait sensation, monsieur Mitchell », dit Carter d'une voix douce, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha de la cafétéria. « Derek prépare quelque chose pour la cour aujourd'hui. Quelque chose d'important. » Je m'en doutais. Carter étudia James avec l'attention attentive de quelqu'un qui avait passé des décennies à décrypter les gens. « Tu n'as pas peur. C'est inhabituel. La plupart des hommes confrontés à ce que tu affrontes seraient terrifiés ou feraient semblant d'être durs. Tu es juste, calme. La peur obscurcit le jugement. J'ai besoin de voir clair dans ce qui va arriver. »« Tu es militaire ?» demanda Carter, bien que son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. James prit une bouchée de son toast, le mâchant lentement avant de répondre. « Il y a longtemps. Une autre vie. » Carter se pencha plus près, sa voix baissant encore. « J'étais dans l'armée. Au Vietnam. 2 missions. Je reconnais ta façon de te comporter. Ta façon d'évaluer les menaces sans avoir l'air de regarder. Tu n'es pas seulement militaire, tu es des forces spéciales, n'est-ce pas ?» James ne répondit pas, mais son silence fut une confirmation suffisante. « Écoute-moi, » poursuivit Carter d'un ton pressant. « Derek a rassemblé 30 hommes pour ça. Il stocke des armes depuis des jours. Les gardes ont été payés pour fermer les yeux. Tu vas assister à une exécution déguisée en bagarre en prison. Alors pourquoi me dis-tu ça ?» L'expression de Carter s'assombrit d'une douleur ancienne. « Parce qu'il y a 20 ans, j'ai regardé 3 hommes tabasser un enfant sous les douches. J'avais trop peur d'intervenir. Le visage de ce gamin me hante chaque nuit. Je ne referai plus cette erreur. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement « Je peux t'aider. Certains d'entre nous, plus âgés, se souviennent de ce que signifie l'honneur. On n'est plus des combattants, mais on peut te protéger, créer des distractions, équilibrer un peu les chances. » James croisa son regard, y voyant une conviction sincère. « J'apprécie l'offre, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit blessé à cause de moi. » Trop tard pour ça. Derek en fait une question de pouvoir, une question de message. Si tu tombes, il choisira une autre cible la semaine prochaine. Quelqu'un de plus faible. Quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Carter se releva lentement. « La récréation est dans 2 heures. Si tu changes d'avis, tu sauras où nous trouver. » Tandis que Carter s'éloignait, James sentit quelque chose changer en lui. Il s'était préparé à affronter cela seul, accepter les conséquences de sa défense. Mais Carter avait raison, il ne s'agissait plus seulement de lui. Il s'agissait de savoir quel genre d'endroit Oak Ridge deviendrait si la brutalité de Derek restait incontestée. Les 2 heures précédant la récréation lui parurent des jours. James retourna dans sa cellule et s'allongea sur sa couchette, mais son esprit élaborait des scénarios avec la précision tactique qu'il avait maintenue en vie dans les zones de guerre. 30 assaillants. Plusieurs armes. Espace de manœuvre limité. Les probabilités étaient objectivement terribles. Mais James avait déjà affronté des probabilités terribles. Il se souvenait d'une mission de nuit à Fallujah où son équipe de 6 hommes avait été immobilisée par des insurgés dans un bâtiment bombardé. 5 fois inférieur en nombre, à court de munitions, aucun renfort immédiat disponible. Son commandant lui avait demandé des options, et James avait répondu par 3 mots qui sont devenus un mantra pour toute sa carrière. S'adapter, improviser, survivre. Le premier attaquant arriva à la gauche de James. Un homme maigre, une lame de métal aiguisée pointée vers ses côtes. Le corps de James bougea avant que sa conscience n'enregistre la menace, des décennies de mémoire musculaire prenant le dessus. Il pivota sur son pied arrière, la lame traversant sans faire de dégâts dans le vide tandis que sa main s'élançait et frappait l'articulation du coude de l'agresseur. Le craquement nauséabond fut suivi d'un cri lorsque la lame heurta le béton. 2 autres hommes se précipitèrent simultanément sur lui, de chaque côté. James se laissa tomber, balayant les jambes de l'un tandis que son coude s'enfonçait dans la mâchoire de l'autre. Les 2 hommes heurtèrent violemment le sol, l'un inconscient avant d'atterrir, l'autre serrant son genou brisé. Le chaos s'empara de la cour. L'exécution soigneusement planifiée de Derek n'avait duré que 15 secondes avant de s'effondrer. Ces hommes ne s'attendaient pas à cela. Ils ne s'attendaient pas à ce que le vieil homme se déplace comme l'eau, frappe comme le tonnerre, démantèle des combattants de prison entraînés avec une précision chirurgicale. « Que attendez-vous » hurla Derek à son équipe. « Vous tous, abattez-le » L'attaque se transforma en essaim. Des hommes attaquèrent James de toutes parts, armes à la main, poing battant, le désespoir remplaçant la stratégie.
Mais James avait été entraîné précisément pour ce scénario. Dans l'entraînement des SEAL, on appelait cela le combat rapproché en territoire hostile. Les instructeurs envoyaient 6 hommes à la fois contre un seul opérateur, leur apprenant à utiliser le chaos comme une arme, à transformer l'infériorité numérique de l'ennemi en désavantage. James devint une tempête de violence contrôlée. Chaque mouvement avait de multiples objectifs. Une parade devenant une frappe, une esquive positionnant un attaquant sur la trajectoire d'un autre, une projection utilisant l'élan d'un homme pour en abattre 2 autres. Sa respiration restait régulière, même lorsque les corps tombaient autour de lui comme des dominos. Un skinhead massif nommé Klaus s'élança avec une chaîne, la balançant en de larges arcs qui auraient broyé des os. James attendit la dernière seconde, puis s'engagea dans l'arc de la chaîne, là où la chaîne était impuissante. Son coup de paume à la gorge de Klaus le fit tomber instantanément, haletant pour une respiration impossible. Snake chargea malgré son bras cassé, poussé par la rage et la loyauté envers Derek. Un coup de pied rapide au genou envoya Snake à l'étalage, son cri résonnant dans la cour tandis que son bras blessé encaissait l'impact de sa chute. Le combat était devenu un véritable exemple d'efficacité au combat. James ne cherchait pas à blesser qui que ce soit plus que nécessaire. Chaque coup était calculé, précis, conçu pour le neutraliser sans dommage permanent. Mais le nombre impressionnant de corps qui s'accumulaient autour de lui racontait une histoire dont on murmurerait dans les prisons du pays pendant des années. Derek vit son empire s'effondrer en temps réel. 10 hommes à terre. 15. 20. Le vieil homme ne respirait même pas fort, tandis que les meilleurs combattants de Derek gisaient, gémissant sur le béton. La panique remplaça la rage du chef de gang lorsqu'il réalisa la terrible vérité. Il avait amené 30 hommes pour combattre une légende, et la légende était en train de gagner. Carter et son groupe de détenus plus âgés s'avancèrent, formant un périmètre lâche autour du combat. Ils ne se battaient pas, ils étaient témoins, leur présence témoignant silencieusement qu'il ne s'agissait pas d'une simple bastonnade en prison. C'était la justice face à la brutalité. Stop. La voix de Derek se brisa de désespoir. Tout le monde arrêté. Les assaillants restants reculèrent, incertains. Ils s'étaient engagés pour aider à tabasser un vieil homme, pas pour voir leurs amis se faire systématiquement démanteler par quelqu'un qui se battait comme si la violence était son langage depuis sa naissance. James se tenait au centre d'un cercle d'hommes tombés au combat, sans une égratignure, son uniforme orange à peine débraillé. Il regarda Derek avec ses yeux bleus d'un calme troublant et dit doucement « C'est fini, Derek. Va-t'en. » Mais Derek Morrison n'avait pas bâti sa réputation en fuyant les défis. Il sortit une lame de sa ceinture, un morceau d'acier aiguisé et redoutable qu'il avait gardé pour le coup final, et s'avança vers James, le regard meurtrier. James se déplaçait comme l'éclair. Un instant, Derek se jetait en avant, son arme levée. L'instant d'après, il était à plat ventre, le genou de James sur sa poitrine et sa propre lame pressée contre sa gorge. « Écoute-moi bien, » dit James d'une voix si basse que seul Derek pouvait l'entendre. « J'ai tué des hommes mieux entraînés, mieux armés et mieux dirigés que tu ne pourrais jamais espérer l'être. Si tu respires encore, c'est uniquement parce que je préfère la clémence à la justice. Tu vas dire à tous les gangs de cette prison que je suis hors jeu. Tu vas passer le reste de ta peine à te rappeler que ta réputation s'est éteinte ici aujourd'hui parce que tu as pris l'âge pour de la faiblesse. » James se releva avec aisance et lança le jarret à travers la cour. Derek resta étendu là, haletant, le corps figé par la peur et le choc. Le silence régnait dans la cour. 300 détenus venaient d'assister à l'impossible. Un homme de 68 ans avait vaincu à lui seul 30 des hommes les plus violents de la prison, sans tuer personne, sans perdre le contrôle, sans même transpirer. Puis Carter se mit à applaudir lentement. Un autre détenu le rejoignit, puis un autre. En quelques secondes, la moitié de la cour applaudissait, non pas la violence, mais le principe qui la sous-tendait. L'idée que la justice pouvait triompher de la brutalité, que le courage pouvait vaincre la peur. Les gardes finirent par se précipiter dans la cour, mais ils découvrirent que le combat était déjà terminé. Le sergent Martinez s'approcha de James, le visage mêlant incrédulité et respect. « Mitchell, qu'est-ce que tu es ?» James rajusta son uniforme. Juste un homme qui voulait prendre son petit déjeuner en paix. Alors qu'ils emmenaient James, il croisa Derek une dernière fois. Le chef de gang leva vers lui des yeux brisés. « Comment ?» croassa Derek. James marqua une pause et le regarda avec une pointe de pitié. « Tu as bâti ton pouvoir sur la peur, Derek. Mais la peur est le fondement le plus fragile qui soit. La vraie force vient de la discipline, de la prise de conscience de soi quand on te prive de tout. Tu n'as jamais eu la moindre chance, car tu n'as jamais compris à quoi ressemble le véritable pouvoir. » L'enquête sur l'incident de la cour a duré 3 semaines.
Le directeur a visionné les images de vidéosurveillance et interrogé des dizaines de détenus, essayant de reconstituer comment 30 hommes se sont retrouvés à l'infirmerie après avoir agressé un détenu âgé. Mais la prison a sa propre loi du silence, et même les anciens alliés de Derek ont refusé de fournir des détails qui pourraient les faire paraître faibles. Le rapport officiel faisait état des affrontements entre membres du gang, James Mitchell étant cité comme ayant agi en état de légitime défense. Mais la vérité se répandit malgré tout, se propageant dans chaque bloc cellulaire, dans chaque prison de l'État. L'histoire du Navy SEAL qui fit tomber un empire carcéral devint légendaire. Lorsque James retourna au bloc cellulaire, c'est après une semaine de détention préventive, l'atmosphère avait complètement changé. Les hommes hochèrent la tête respectueusement à son passage. Certains tentèrent de lui serrer la main. La tension prédatrice qui avait caractérisé le bloc pendant des années s'était évaporée, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de l'ordre. Derek Morrison occupait désormais une cellule différente, non pas physiquement, mais psychologiquement. Son équipage s'était dispersé, ses alliances rompues, sa réputation détruite. Il s'asseyait seul au repas, évitait le contact visuel dans les couloirs, devenait un fantôme hantant l'empire qu'il avait autrefois dirigé. Marcus ne put contenir son étonnement. Mon Dieu, tout est différent maintenant. Les gens font la queue pour avoir un téléphone au lieu de se battre. Les douches sont sûres. C'est comme si tu avais changé toute la prison rien qu'en tenant tête à Derek. James était assis sur sa couchette, lisant son livre de poche usé. Je n'ai rien changé, Marcus. J'ai juste montré aux gens que les tyrans n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Derek contrôlait cet endroit parce que tout le monde le croyait invincible. Dès que cette croyance s'est effondrée, son pouvoir a volé en éclats. Carter visita la cellule de James quelques jours plus tard, son visage buriné se plissant de paix. Ce que tu as fait là-bas m'a rappelé que nous sommes toujours humains ici, que nous avons encore des choix. Je suis ici depuis 23 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un améliorer cet endroit simplement en refusant de renoncer à ses principes. Les semaines se sont transformées en mois. James a instauré une routine. Des exercices matinaux qui attiraient les curieux, des après-midi à la bibliothèque pour apprendre à lire et à écrire aux détenus qui n'avaient jamais appris à lire correctement. Il ne recherchait pas le leadership, mais sa présence était devenue une force stabilisatrice que même l'administration remarquait. Le sergent Martinez le prit à part pendant le déjeuner. J'ai déposé une demande auprès de la Commission des libérations conditionnelles. J'ai évoqué votre conduite et votre influence positive. Compte tenu de votre dossier militaire et de votre bonne conduite, vous pourriez être admissible à une libération anticipée dans 6 mois au lieu de 5 ans. L'audience de libération conditionnelle s'est déroulée plus rapidement que prévu. James s'est assis devant un jury de 3 fonctionnaires qui ont examiné son dossier avec le scepticisme qui naît de l'expérience acquise au fil des ans auprès des détenus qui réclament leur rédemption. Monsieur Mitchell, commença le fonctionnaire principal, votre séjour à Oak Ridge a été riche en événements. Nous avons également reçu des lettres de 17 détenus demandant votre libération anticipée. C'est sans précédent. Il se pencha en avant. La commission a décidé de vous accorder une libération anticipée, effective dans 30 jours. Vous serez en liberté conditionnelle pendant 2 ans, sous conditions normales. Le dernier jour à Oak Ridge, James a traversé le bloc cellulaire, c'est une dernière fois. Marcus l'a aidé à faire ses bagages, les yeux humides d'émotion. Mon Dieu, vous avez été la preuve que les bonnes personnes existent encore. Tu vas finir ta peine, Marcus. Tu vas sortir d'ici dans 8 mois la tête haute. Et tu te souviendras que ton passé ne définit pas ton avenir, mais tes choix. Alors que James approchait de la dernière porte, il croisa Derek Morrison qui balayait le couloir, une mission qui aurait été impensable il y a quelques mois. L'ancien chef de gang s'arrêta et regarda James avec une expression qui avait évolué de la haine vers quelque chose de plus complexe. « Mitchell, » dit Derek doucement, « tu aurais pu me tuer ce jour-là. Tu aurais dû, sans doute. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» James réfléchit attentivement à la question. « Parce que la vengeance n'est pas la justice, Derek. Et parce que chaque homme mérite une chance de devenir meilleur que ses pires moments. Même toi. » Derek hocha lentement la tête, un mouvement dans son regard. Pour ce que ça vaut. Je suis désolé. Pour tout. Alors sois meilleur. Cela vaut plus que n'importe quelles excuses. La porte s'ouvrit et James Mitchell sortit du pénitencier d'État d'Oak Ridge sous le soleil radieux du matin. Une petite entreprise de sécurité lui avait proposé un poste de consultant. La nouvelle de son expérience militaire et de la réforme pénitentiaire avait atteint des personnes qui appréciaient ce genre d'expérience. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. 6 mois plus tard, James reçut une lettre transmise d'Oak Ridge. Elle venait de Marcus, qui avait été libéré à la date prévue. Le jeune homme avait trouvé un emploi dans un centre communautaire,
où il enseignait aux enfants de quartiers difficiles la notion de seconde chance et le pouvoir de faire de meilleurs choix. Il remercia James de lui avoir montré la vraie force. James sourit en la lisant, puis la classa soigneusement avec d'autres lettres reçues. De Carter, d'anciens membres de gang, et même du sergent Martinez, retraité. Chacune d'elles rappelait que se lever quand il le faut crée des remous qui se propagent au-delà de toute apparence. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. It's becoming living proof that their cruelty couldn't break you, that their injustice couldn't define you, that their darkness couldn't extinguish your light. James Mitchell had discovered that service was its own reward, that principles were worth fighting for, and that one person standing firm could change everything. Aidé en terre Oak Ridge, emprisonné 84 291. Et left à something else entirely. A remindé des true power d'OS noté comme from fear or violence, but from the inshakable conviction that some things are worth standing up for, no matter the cost. Derek Morrison learned that lesson the hard way, and it cost him everything et thought made him strong. If this story moved you, it subscribe because the world need more. Remindé that real strength isn't about domination, it's about dignity. That true power comes from discipline, not destruction. And that sometimes the most dangerous person in the room is the one who looks the least threatening, because they've already survived battles that would break everyone else.